Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition d'information sur les antennes de Numérica TV. Voici les principaux titres. L'inauguration de l'immeuble administratif du gouvernement lundi dernier par le président de la République a presque éclipsé la pose de la première pierre d'un autre immeuble destiné au service du ministère de l'Agriculture. Le Conseil de sécurité et le secrétaire général de l'ONU sont montés au créneau pour condamner l'attaque perpétrée contre les troupes onusiennes. Et c'est désormais tous les jeudis à 20h dans les églises catholiques de Kinshasa que les cloches sonneront pour exiger l'application de l'accord du 31 décembre 2016. Vous suivrez dans cette édition la réaction des Kinois à ce sujet. On ouvre ce journal avec cette nouvelle. Narcisse Lembo et Dido Ilembois, respectivement, directeur général et directeur général adjoint de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, ont été arrêtés hier à Kinshasa. L'opération a été menée par les inspecteurs de la police judiciaire rattachés à Luzolo Bambilesa, conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption, blanchiment des capitaux et le terrorisme. Ils sont poursuivis pour faux en écriture, corruption et détournement de biens publics évalués en millions de dollars américains. Plusieurs autres cadres de cette régie financière sont également aux arrêts pour le même motif. Pour le ministre de l'Urbanisme et Habitat, le conseiller spécial du chef de l'État, Luzolo Bambi, n'a pas le droit de faire arrêter des personnalités. Il réagissait ainsi à l'arrestation du secrétaire général de son ministère. L'inauguration de l'immeuble administratif du gouvernement lundi dernier par le chef de l'État a presque éclipsé la pose de la première pierre d'un autre immeuble destiné au service du ministère de l'Agriculture. C'est le Premier ministre Bruno Tshibala qui en a posé la première pierre. C'était le 4 novembre dernier. Cet édifice est-il nécessaire au moment où les caisses du Trésor public sonnent creux? Numérica Télévision s'est posé la question et je vous propose de suivre ce reportage de Mouine Morofel. Le 25 juillet 2015, le chef de l'État inaugurait simultanément et en grande pompe l'immeuble du gouvernement et le monument de l'unité nationale. Lui-même y a ses quartiers ponctuels. Depuis, près de la moitié des cabinets ministériels longtemps locataires ont élu domicile entre les murs de l'immeuble pompeusement qualifié d'intelligent. Au même moment, la coopération chinoise posait les fondations d'un autre immeuble des services publics, place Tembena Tembe, sur le boulevard Triomphal. Il vient d'être inauguré à son tour lundi dernier par Joseph Kabila. Il s'appellera dorénavant immeuble Raymond Tshibanda, du nom du ministre des Affaires étrangères de l'époque et qui en avait posé la première pierre au nom du président de la République. Il aura coûté environ 36 millions de dollars. Avec ses 20 600 mètres carrés, ses 260 bureaux et 20 salles de réunion, il accueillera sur 4 niveaux pas moins de 1400 personnes. Quelques autres ministères et secrétariats généraux. Le reste sera réparti dans les tours de la place royale libérée des locataires depuis 4 ans et remis à neuf. Dans ces conditions, il est difficilement explicable que le Premier ministre Bruno Tshibala ait procédé le 4 novembre dernier à la pose de la première pierre de notre immeuble censé abriter les services du ministère de l'Agriculture. En termes de gaspillage des fonds publics, on ne pouvait mieux faire. Pour deux raisons. La première, les services centraux de ce ministère ne sont déjà plus sans domicile fixe. La seconde, l'entreprise ayant enlevé le marché conclu sans appel d'offres est parfaitement inconnue au greffe du registre de commerce. Elle ne peut justifier à ce titre d'une expérience avérée dans les BTP. Enfin, lancé en pleine période préélectorale, il est plus que probable que l'on n'en voit jamais un jour l'aboutissement. Entre-temps, le tonneau des Danaïdes des fossoyeurs de la République aura englouti des millions de dollars au profit des réseaux mafieux. Bruno Tshibala, qui se targue d'offrir au pays les meilleures élections de son histoire, aurait fait œuvre utile en affectant le montant qu'il s'est bien gardé de révéler à la CENI qui en a grandement besoin, à moins qu'il se constitue déjà un confortable pécule pour sa campagne électorale, maintenant qu'il s'est fait adouber à la tête d'une énième excroissance de l'UDPS. Il est tout de même bon de restituer la vérité vraie. L'immeuble inauguré lundi, boulevard Triomphal, est un don du gouvernement chinois. Ça veut dire ce que ça veut dire.
Et un camion du Haut-Commissariat pour les réfugiés saisi à Goma dans le Nord Kivu avec du coltan. À Kinshasa, le porte-parole du HCR s'en défend. Il s'agit bel et bien d'un véhicule de l'organisme, mais cédé au Conseil national de réfugiés. Pour le porte-parole du HCR, sa structure ne répond donc pas à la responsabilité de la gestion du véhicule saisi. Il a dit à Amendi Moini et Théodore Chitoli. En RDC, surtout dans sa partie est, les ressources minières sont exploitées illicitement à grande échelle. Ça, on le savait déjà. Et parmi les responsables de cette magouille, certaines voix s'élèvent pour accuser la MONUSCO de servir de transport ainsi que certains autres organismes internationaux. Encore faut-il le prouver. Mais mardi à Goma, c'est dans un véhicule HCR qu'on retrouve des kilos de coltan après fouille. Et à Kinshasa, la réaction du HCR ne s'est pas fait attendre. On ne refute pas le fait, mais on rejette la responsabilité. Le HCR a appris hier que une des véhicules qu'on a mis à disposition d'un partenaire gouvernemental, la Commission nationale pour les réfugiés, aurait été saisie avec des minerais à bord. Il faut maintenant dire que ces véhicules est à la disposition entière du partenaire. Il n'est pas opéré par les HCR. Les HCR ne contrôlent pas jour par jour les courses de ces véhicules. Pour cela, il faudrait s'adresser à l'institution qui opère les véhicules. Est-ce possible, oui ou non, qu'il y ait eu un ou deux agents du HCR dans ces véhicules? Il n'y a pas eu des agents de HCR dans ces véhicules. Ces véhicules étaient à disposition de la Commission nationale pour les réfugiés. Chez une certaine opinion, des questions se posent encore sur les véritables responsables de cet acte. Ce qui reste sûr, c'est qu'entre exploitation illicite des matières précieuses à l'est du pays et les transports de ces derniers via les véhicules ou avions et autres moyens par des organismes internationaux et même la MONUSCO, il reste encore bien de lumière à faire. On s'achemine lentement mais sûrement vers la fin du monopole de la SONAS dans le secteur des assurances. Plus de 2 ans après la promulgation du nouveau code des assurances, le ministre des Finances a procédé ce mardi à l'ouverture des guichets de réception de demandes d'agrément. Le récit est signé Élisée Mafou. Dans un premier temps, 6 polices d'assurance seront proposées aux souscripteurs. Il s'agit de l'assurance responsabilité civile et automobile, assurance des risques des constructions, assurance civile des transporteurs aériens, maritimes et fluviaux, assurance incendie et enfin assurance des facultés à l'importation. Outre ces 6 assurances, chaque employeur sera astreint à souscrire au code de la sécurité sociale pour chaque employé. Un pays se voulant moderne et ouvert au plan économique ne pouvait continuer à asseoir son économie sur un système financier fondé d'un côté sur un secteur bancaire libéralisé et de l'autre sur un secteur des assurances, pourvoyeur partout ailleurs des ressources de financement à long terme qui restait dominé par le monopole d'une seule compagnie dont le volume des primes émises est de loin inférieur au potentiel de notre économie. Face à ce constat et soucieux de tirer large profit, à l'instar des autres pays, des possibilités de financement de l'économie qu'offre le secteur des assurances, le gouvernement a, sous le leadership de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, décidé de tourner la page du monopole dans ce secteur. Autre vœu émis par le gouvernement, voir l'autorité des régulations et de contrôle des assurances, ARCA en sigle, travailler à la mise en place de mécanismes tendant à faire revenir dans notre pays toutes les primes d'assurance actuellement payées à l'étranger. Et une campagne sera organisée dans les tout prochains jours pour la vulgarisation du nouveau code des assurances afin d'expliquer à la population et aux entreprises l'importance des assurances et de les informer des changements intervenus notamment sur les 6 assurances rendues obligatoires par les législateurs, a déclaré le ministre des Finances Henri Yves Moulanga. Et l'ouverture des guichets de demande d'agrément exige un critérium dont un capital d'au moins 10 millions de dollars américains.
C'est selon l'opérateur économique Al-Kitenge qui déplore entre-temps la lenteur des services de l'État. Il a dit à Félix Silunga et Théodore Chitolé. L'ouverture des guichets des demandes d'agrément est une étape qui consiste au remplissage des conditions requises auprès de l'autorité de régulation et des contrôles des assurances avant de fonctionner, explique l'économiste Al-Kitenge. Il déplore pourtant un fait, le manque de préparation du capital humain en République démocratique du Congo. Et je crois qu'étant donné que nous sommes dans un marché qui est complètement vierge, la créativité sera la seule limite. Par contre, nous aurons un problème. Nos universités ne se sont pas préparées à la venue, à l'ouverture du secteur. Ce qui fait que pendant plusieurs années, nous allons devoir recourir à nos enfants qui ont étudié à l'étranger, ce qui est une très bonne chose afin qu'ils reviennent et qu'ils occupent des postes. Mais il faut aussi s'attendre à ce que nous ayons énormément d'étrangers qui vont venir travailler chez nous parce que nous n'avons pas, par le passé, ni les universités qui étaient préparées pour ça, ni les gens qui ont travaillé de manière efficiente dans le secteur pour être en mesure de prétendre occuper des postes extrêmement importants. Nous allons avoir en fait le même problème qu'on a connu quand on a commencé avec les télécoms ou quand on a commencé avec les banques. Les Congolais peuvent-ils se lancer dans ce secteur supposé à risque? L'opérateur économique Al-Kitenge se veut confiant. Non seulement je vois, mais je souhaite vivement que les Congolais s'engagent. Il n'y a pas de risque dans le secteur des assurances. Les assurances sont justement la suprastructure au-dessus du secteur bancaire qui donne l'assurance à tout le monde. Et donc je crois simplement que c'est un secteur dont il faudrait qu'on se saisisse. Et il a deux volets. Le premier volet, c'est les assurances classiques qui demandent des énormes capitaux. Et la bonne manière d'avoir des capitaux, c'est d'avoir des gens en grand nombre qui mettent de l'argent ensemble pour être en mesure d'affronter la difficulté du palier. Mais également, il y a ce qu'on appelle les micro-assurances. Et il est important que nous puissions être en mesure de les assurer nous-mêmes. La seule chose que je dis, c'est que si vous ne maîtrisez pas votre système financier, vous pouvez être sûr que vous ne maîtrisez pas du tout votre économie. Clôture ce mercredi du premier forum national sur la gouvernance de l'Internet. Hier, les organisateurs ont mis l'accent sur l'importance d'Internet qui demeure un facteur majeur de croissance sociale et économique d'un pays. Bienvenue Baboua. Anita Kangoudia, Alain Zongola. Il est vrai que l'accès à l'Internet en République démocratique du Congo pose problème dans certains coins du pays, mais des solutions peuvent être trouvées pour pallier à la situation. C'est tout l'enjeu de ce premier forum international sur la gouvernance de l'Internet. Emery Okunji demande aux participants de capitaliser les acquis de cette rencontre, car l'Internet demeure le facteur important de croissance sociale et économique d'une nation. Dans tous les domaines de la vie, l'Internet, l'éthique en général, deviennent le passage obligé. Voilà la raison d'être de la tenue de cette première édition du Forum national sur la gouvernance de l'Internet. La rencontre de 2 jours va permettre aux opérateurs économiques du secteur de discuter ensemble sur une même table. Nous sommes en train de mettre en place ces assises pour permettre à ce que les opérateurs économiques puissent discuter avec le gouvernement pour trouver des solutions à leurs problématiques. Donc les startups, les télécoms, les banques, tous les acteurs qui utilisent de manière active les nouvelles technologies ont besoin de discuter ensemble et de discuter plus précisément avec le gouvernement pour trouver des solutions. Le Conseil de sécurité et le secrétaire général de l'ONU sont montés au créneau pour condamner l'attaque perpétrée contre les troupes onusiennes. Les forces onusiennes basées à Beni promettent de riposter aux attaques des ADF contre leurs troupes, dont le bilan est évalué à 14 casques bleus. Côté adversaire, aucune indication n'a cependant été donnée par la MONUSCO sur le bilan des assaillants. Le résultat de l'enquête initiée à cette fin déterminera l'identité des assaillants, précisent les autorités de New York. Albert Rumba, Théodore Chitolé, Gloria Seya pour le compte rendu. Quelques jours après l'attaque du contingent tanzanien aux environs de la rivière Semulki au nord Kivu, la MONUSCO se dit déterminée à combattre le groupe armé des forces démocratiques et alliés présumés auteurs. Ce menace asymétrique, pour le combattre, et c'est ça le rôle, et c'est ça ce que fait la force. Il faut ôter la mobilité à ce groupe-là. Il faut travailler sur le renseignement. Et c'est l'objet de travaux qui ont été déjà
faits par le passé et continuent à être faits. Donc maintenant, il y a une commission d'enquête au niveau de la mission et au niveau de la force qui est en train d'analyser et de recueillir les renseignements, les informations et tirer les renseignements de cette attaque-là. On va voir les conclusions et on va suivre de près ce qui a été dit. Donc. Quant au bilan de cette attaque, un flou persiste du côté des assaillants. Nous, c'est le bilan que nous avons certifié une fois de plus avec nos hommes sur le terrain et nous nous en tenons à ce bilan. Pour ce qui est des chiffres donnés par les FARDC, je crois qu'il est de bon ton de s'adresser au porte-parole des FARDC. À New York, le Conseil de sécurité et le secrétaire général de l'ONU condamnent ces actes barbares. Les attaques dirigées contre ceux qui œuvrent au service de la paix et la stabilité en République démocratique du Congo sont des attaques lâches et constituent de graves violations. La MONUSCO fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les auteurs de l'attaque soient traduits en justice et répondent de leurs actes ignobles. Au chapitre humanitaire, le HCR lance au Kasaï l'opération de transfert monétaire au profit des personnes victimes de dernière guerre qu'a connue cette partie de la République démocratique du Congo. Désormais, c'est tous les jeudis que les cloches de l'Église catholique sonneront dans les différentes paroisses dans la capitale pour exiger la tenue des élections crédibles et transparentes. Nos reporters se sont rendus à la paroisse Saint-Joseph à Matongé pour en savoir un peu plus. L'abbé Vincent Chomba a dit n'avoir pas reçu mandat de s'adresser à la presse. Il est le curé de la paroisse, alors qu'il est en même temps le signataire de la lettre adressée à tous les curés pour leur demander de mettre en application la mesure à partir de ce jeudi 14 décembre. Lettre dont copie a été réservée au cardinal Laurent Monsengo Passigna ainsi que aux évêques auxiliaires. C'est une copie de la lettre adressée aux évêques qui a fuité dans la presse. Lettre dans laquelle le curé de la paroisse Saint-Joseph et membre des collèges des curés doyens dans la capitale signifiait au cardinal et aux évêques auxiliaires qu'il demandait à tous les curés de Kinshasa de sonner les cloches pour exiger l'application de l'accord du 31 décembre 2016. Arrivé sur place, Numérica Télévision n'a pas pu interroger les curés signataires de la lettre, se refusant de tout commentaire. Je n'ai pas reçu mandat de communiquer avec la presse, a-t-il dit. Micro fermé, il précise que la recommandation de sonner la cloche n'a pas de délai déterminé. Et pour l'opinion, les avis divergent. Les chrétiens catholiques soutiennent l'action des prêtres. Na solution au 5 ans à jouer la Kibiso, mais désespoir est côté puisque l'application mon exact. Dans moi, comme ici, il faut obéir à l'ordre et à continuer à biso l'Ecclésia parce que tous les ramboka, tous les monde est là au mon côté. Pas très efficace et difficile que la méthode porte des fruits selon certains. Pour moi, non. Pour moi, je pense pas. Parce que, écoutez, et on va sonner, je sais pas moi quoi, on va faire du bruit et après, ça change rien. Je pense que ce n'est pas une mesure vraiment efficace parce que je ne vois pas en quoi ça va rendre effectif l'accord du 31 décembre. Donc, ils doivent chercher d'autres méthodes. Dans sa lettre, l'abbé Vincent Chomba espère que les quelques actions qui seront menées pourront servir efficacement à sensibiliser et mobiliser la population pour des manifestations plus significatives et déterminantes à venir. Autre chose, ils sont nombreux, les membres du gouvernement ou animateurs des institutions qui occupent des fonctions dans leurs partis politiques respectifs en violation de la loi fondamentale du pays. Le cas le plus récent, c'est celui du Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze, élu président de la l'UDPS, qu'il dirige désormais depuis le dimanche dernier. Pour Maître Ablavi Eboma et Joël Kadendanga, c'est une haute trahison au regard de l'article 97 de la Constitution. Je vous propose de les suivre dans ce reportage. Il y a eu violation intentionnelle de la Constitution de la République selon Maître Ablavi Eboma. Et Bruno Tshibala est réputé démissionnaire. Celui qui va le faire appliquer, c'est le procureur général près la Cour constitutionnelle, sur pied de l'article 74
et 75, n'est-ce pas, qui réprime l'infraction de haute trahison. Eh bien nous, moi qui vous parle, l'article 73 pour les Belges, il y a haute trahison. Lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution, ou lorsque lui ou le Premier ministre est reconnu auteur, co-auteur ou complice des violations graves, et caractérisées de droits de l'homme ou de cession d'une partie du territoire. Voilà. Et même si nous remontons à l'article 72, la Cour et la juridiction pénale du président de la République et du Premier ministre pour les infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initiés. Voilà. La répression de ces infractions-là sont renvoyées dans la compétence de la Cour constitutionnelle. Eh bien, nous allons apporter de l'eau au moulin du procureur général près la Cour constitutionnelle. Dès ce lundi, nous déposons plainte contre M. Bruno Tshibala. Parce que ce monsieur vient en public de violer l'article 97 de la Constitution. Joël Kadendanga pense que la Constitution n'existe pas pour la classe politique congolaise. Est-ce que la Constitution existe encore? Parce que si la Constitution était respectée, et au regard de l'article 469 qui donne mandat au chef de l'État, il est le garant de la Constitution, il est le garant du bon fonctionnement des institutions et services de l'État, il est le garant, il doit veiller sur le respect de la Constitution. Si cette Constitution était encore respectée à ce jour, je crois que le chef de l'État devrait demander la démission de M. Bruno Tshibala en tant que Premier ministre. Jean-Marc Kabound, secrétaire général de l'UDPS, a saisi officiellement l'hôtel de ville de Kinshasa au sujet de la marche du 19 décembre 2017, initiée par le Rassemblement et portée par l'UDPS, son parti. Cette manifestation a pour but, d'après ses initiateurs, de réclamer la tenue des élections en République démocratique du Congo conformément à l'accord du 31 décembre 2016. Le point de rencontre est fixé à l'échangeur de Limete à 9h, suivant le boulevard Lumumba, avenue Sendoué, jusqu'au point de chute, le boulevard Triomphal. Jean-Marc Kabound avait signifié que son parti ne se positionne pas pour les élections à organiser en 2018, selon le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante. Pourtant, les manifestations sont interdites, rappelez-vous, à Kinshasa, par le gouvernement, disons, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. S'agissant de la loi électorale maintenant, le centre rappelle la nécessité de la tenue de la table ronde en vue d'un large consensus, tout en prenant note de l'adoption de la loi à l'Assemblée nationale. La plateforme remercie cependant la SADC pour sa mission consultative et électorale du 25 novembre 2017 et prend note de la tripartite Angola-RDC-Congo tenue à Brazzaville le 9 décembre 2017 et du soutien de la CIRGL au processus électoral en République démocratique du Congo. La plateforme a par ailleurs indiqué qu'elle présentera des candidats aux élections présidentielles, aux élections prochaines. L'ONG de défense des droits des journalistes en danger, en collaboration avec l'USAID Internews, a organisé un café de presse autour du thème « La problématique de l'accès à l'information pour des élections démocratiques, libres et apaisées ». L'objectif est d'exhorter les professionnels des médias pour une prise de conscience dans leur travail. Bienvenue Babouar, Jires Chimanga. La République démocratique du Congo est en période préélectorale. Il s'avère donc nécessaire pour ceux qui doivent relayer la bonne information au public et besoin d'un recadrage. C'est en quelque sorte le sens de ce café de presse. Les journalistes ont besoin en cette période d'une protection pour avoir accès aux sources d'information, même s'il n'existe aucune loi à ce jour sur la protection des chevaliers de la plume et du micro. Justement, dans notre pays aujourd'hui, il n'existe pas une loi, effectivement, qui permet aux journalistes d'avoir accès à toutes les sources d'information dont ils auraient pu avoir besoin pour pouvoir informer le public sur le processus électoral, sur toutes les opérations
et être en fait un observateur qui permette aux gens de faire en sorte que le processus se déroule de manière transparente et que les résultats des élections soient acceptés par tout le monde parce que le processus aura été transparent en amont grâce aux médias, grâce aux journalistes qui auront fait le travail d'informer les gens sur tout ce qui touche le processus et bien aussi de dénoncer des tentatives de fraude ou des choses qui ne marchent pas, qui ne cadrent pas avec les lois de notre pays. Les journalistes congolais doivent cesser d'avoir peur de leur propre ombre. Ces pays nous appartiennent à nous tous. Les journalistes sont les auditeurs du bien commun. Les journalistes, ce sont des gens qu'on appelle les chiens des gardes. Ils doivent, au jour d'aujourd'hui, voir comment ce pays est géré, aussi bien par Kabila, par la majorité présidentielle que par l'opposition. Dire ce qui ne va pas pour que le peuple puisse comprendre pourquoi il est coupé dans la misère. Le thème de ce café de presse était problématique de l'accès à l'information pour des élections démocratiques libres et apaisées. Autre chose, les élèves du lycée Tobongissa dans la municipalité de Ngaliema ont été sensibilisés sur le VIH-Sida, une initiative de la FECIDI, Association des femmes en situation difficile. C'est en marge de la célébration de la journée internationale de lutte contre le VIH-Sida, célébrée le 1er décembre de chaque année. Élisée Mafou, Tapilutounou et Gérès Chimang. Le VIH-Sida atteint toutes les couches de la société et les femmes constituent l'une des couches les plus exposées. C'est dans ce cadre que l'Association des femmes en situation difficile a sensibilisé les élèves du lycée Tobongissa. La structure invite le gouvernement à prendre des mesures nécessaires pour soutenir de telles manifestations. Au niveau de notre ONG Action pour les femmes en situation difficile, la FECIDI, nous avons ciblé le complexe scolaire Notre-Dame de la Providence Tobongissa pour sensibiliser les enfants et les professeurs. Et nous avons préféré aussi parler du sida pour sensibiliser les enfants qui iront sensibiliser aussi les parents au niveau des familles. Les élèves affirment avoir acquis la connaissance sur le VIH-Sida. On nous a aussi appris que de nos jours, le sida, c'est plus chez les jeunes. On a un grand pourcentage de jeunes sont comme ça, ont eu le sida en fait. De s'abstenir, premièrement, et un virus conduit à la mort. Selon le rapport des données 2017 de l'ONU-SIDA, environ 1 million de personnes à travers le monde sont mortes des maladies liées au sida en 2016. En 2016, on estimait qu'environ 36,7 millions de personnes à travers le monde vivaient avec le VIH-Sida. Un an déjà depuis la disparition du député national et président du G7 Charles Mwando Simba. Pour commémorer l'an 1 de sa mort, une messe d'action de grâce a été dite dans la paroisse Sacré-Cœur dans la commune de La Gombe. Ses proches, sa famille biologique ainsi que la classe politique se sont souvenus de lui. Décédé le 12 décembre 2016 en Belgique à l'âge de 80 ans, Charles Mwando Simba a assumé des hautes fonctions en République démocratique du Congo. Jusqu'à sa mort, député national et président national de son parti UNADEF, Union nationale des démocrates. Un an après sa mort, le souvenir reste vivant. À la paroisse Sacré-Cœur, famille, amis et connaissances ainsi que plusieurs anonymes ont participé à la messe d'action de grâce. La symbolique du nombre 12 dans la vie de M. Charles Mwando Simba. Il est né un 12, il est décédé un certain 12. Et dans la Bible, le nombre 12 est un nombre parfait. La cérémonie d'aujourd'hui a une double importance. Premièrement, elle nous permet à nous tous, toutes tendances confondues, de partager des souvenirs d'un être plein de hauteur, de sagesse et de vitalité que fut l'honorable Charles Mwando Simba. En effet, peu importe nos divergences d'opinion, nous portons chacun quelque chose de lui. Il était ce que Victor Hugo appelait une force du pas. Il a traversé le temps, les époques et les générations. Et c'est aussi pour cela que nous sommes ensemble aujourd'hui pour dire notre reconnaissance à un fils de notre pays qui incarnait l'État, le respect de la justice, du droit et l'amour fraternel.
Après sa mort, c'est son fils, le député national Christian Mwando, qui a été élu président du parti. Parlons sport à présent. La Confédération africaine de football a procédé ce mercredi au tirage au sort de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération 2018. En Ligue des champions, le tout-puissant Mazembe, vainqueur de la dernière édition de la Coupe de la CAF, exempté du premier tour, rencontrera en 16e de finale le vainqueur de la double confrontation entre Ngoya Club des Comores et União Songo du Mozambique, tandis que la SV Club affrontera en tour préliminaire Be Forward Wanderers du Malawi. À Coupe de la CAF, comme Mazembe, Daring Club Motema Pembe accueillera en 16e de finale le vainqueur du match entre New Star du Cameroun et New Niafang de la Guinée équatoriale. Maniema Union de son côté va se mesurer en 32e de finale. Manga Sport du Gabon. Les deux compétitions débuteront au mois de février 2018, une semaine soit après la finale du Chan. Toujours en sport, la commission électorale de la FECOFA a procédé à la publication de la liste provisoire des candidats aux prochaines élections à la Fédération congolaise de football association. Seule la présidence où l'on trouve des challengers. Le président Constant Omari va se mesurer à Jean-Claude Mwamba qui revient après son installation en 2013. Référant au calendrier électoral publié par la Fédération congolaise de football, la commission électorale s'est fait le devoir de publier ce jour les candidats ayant postulé aux différents postes du comité exécutif de la fédération. Sans plus tarder, je passe la parole au rapporteur de notre commission pour livrer à l'attention de la presse le communiqué signé à l'issue de notre réunion de ce jour. Sport encore, à sa première participation au championnat d'Afrique de roller, la République démocratique du Congo a laissé une très belle impression. Les Riders congolais ont raflé à Lomé au Togo 3 médailles, dont une en bronze dans le 100 mètres et argent dans le 400 et 1000 mètres. Les détails avec Junior Bompema. Après Nanjing en Chine, où les léopards rollers de la RDC avaient laissé une belle impression lors du championnat du monde, les Riders congolais n'entendent plus s'arrêter. À Lomé, la capitale togolaise, les léopards rollers de la RDC ont encore frappé fort pour leur première participation au championnat d'Afrique de la spécialité. Les Riders RD congolais ont empoché 3 médailles, dont une en bronze dans la catégorie des 100 mètres et 2 en argent dans la catégorie des 400 et 1000 mètres. Chantal Safou, la vice-présidente de la FECOROL, ne s'est pas empêchée de jeter des fleurs à ces vaillants combattants. Nous venons d'avoir notre 3e médaille au championnat, au premier championnat africain de roller sport qui se joue présentement au Togo. Nous avons le rider Brandon qui a gagné une médaille de bronze à la course 100 mètres. Le rider Joël Malutama qui a gagné une médaille d'argent aux 400 mètres et le rider Yannick Ngoy qui vient du Lualaba qui a gagné une médaille à 10 000 mètres. Donc voilà, c'est une grande joie. Je suis au championnat local de Kinshasa et c'est là où on nous annonce que nous avons eu les 3 médailles. C'est un motif de fierté pour moi. Pour Chantal Safou, ce n'est que les débuts et les belles choses sont à venir en ce qui concerne les rollers en République démocratique du Congo. On va terminer les nouvelles sportives par ce tour du propriétaire effectué par Max Moquet au stade de Tata Raphaël. Il était question de voir l'état des lieux du stade pour envisager le renouvellement, disons, des travaux de réaménagement de ce stade. Et dans sa suite, Junior Bompema. Aussitôt nommé à la tête du complexe Omnisports Tata Raphaël, le nouvel administrateur gestionnaire a effectué une visite d'inspection dans cet édifice. Max Moquet a visité le coin et recoin du stade mythique qui a abrité le combat du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman. Après le constat, place à l'état des lieux. Pas là où je suis. Si c'est ce stade mythique où en 1974, ça a abrité le combat du siècle, et aujourd'hui nous sommes dans ces installations,
je ne sais pas comment je peux exprimer ma profonde déception totale de voir cet édifice dans un état de délabrement avancé, je peux dire abandonné complètement. Parmi les priorités, il y a d'abord l'aire des Jeux qu'il faut vite réhabiliter afin d'éviter sa totale disparition. En dehors de nos frontières, Istanbul, capitale du sommet du monde musulman, à l'appel d'Erdogan, plusieurs dizaines de dirigeants musulmans se sont réunis ce mercredi dans la capitale de Turquie pour rallier à une riposte ferme après la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël. Cette reconnaissance américaine, la semaine dernière, a suscité une réprobation quasi unanime dans le monde et des manifestations de colère dans plusieurs pays du Proche-Orient. Le président turc Erdogan, un défenseur de la cause palestinienne, a qualifié Jérusalem, troisième ville sainte de l'islam, de ligne rouge pour les musulmans. Président en exercice de l'Organisation de coopération islamique, la structure pan-islamique compte 57 pays, espère unifier le monde musulman derrière sa ligne de fermeté. Ainsi donc prend fin cette édition sur les antennes de Numérica Télévision. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci également à ceux qui visitent notre page Facebook Numérica TV officielle en majuscule. Très bonne suite de programmes sur nos antennes. Je vous retrouve dimanche pour l'édition de la rétrospective à 19h. Bonsoir.